Compose, épisode 17. Et en fin de compte, je me dis, non, c'est que ça devait être comme ça. Parce qu'en fin de compte, quand tu rebobines, tu te dis, c'est marrant, c'est un peu comme si les choses s'étaient mises en place, sauf que comme t'es dans un système, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Mm-hmm. Et c'est après que quand tu rebobines l'histoire en arrière, tu retrouves des pièces de puzzle qui étaient mises sur le côté, que tu ne voyais pas à ce moment-là. Et que tu dis, oui, en fait, c'était logique. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Jennifer Leclerc, créatrice de la marque de bijoux Transhumance. Ensemble, on a parlé de sa rencontre avec un mouton qui a été un élément déclencheur pour elle, de son burn-out, du post-it où elle avait écrit ce qu'elle aimait faire, de sa vie en Afrique, de ses cours de bijouterie, de son chien qu'on peut entendre se balader dans son salon, là où on a enregistré cet épisode, de ce que représentent pour elle les boucles d'oreilles, du système dans lequel on vit. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Jennifer d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. C'est moi qui te remercie, Julie. Tu es donc créatrice de bijoux. Tu as créé Transhumance en 2019. Tu peux un peu d'abord m'expliquer comment ça a démarré ce projet ? Ce projet, il a démarré réellement, il a démarré à la rencontre du mouton que j'ai côtoyé à un moment cette rencontre un du petit mouton. Peu difficile. Comment ? Explique-nous justement cette rencontre du mouton. En fait, je revenais de mon boulot et je sentais un peu déjà le vent qui tournait de ce côté-là. Et je suis pas rentrée chez moi tout de suite. Je me suis arrêtée dans des petits chemins de campagne près de chez moi. Et je me suis posée, je me suis dit comment je vais sortir de tout ce bazar. J'avais vraiment dur. Et puis j'ai continué ma route pour rentrer chez moi. Et là, j'ai vu ce mouton tout seul dans cette prairie. Et je me suis arrêtée. Tu sais, un peu comme si tu t'adressais à quelqu'un. « Hey, salut, toi !» Et puis, il est venu, en fait. Tu vois, il y a eu une réaction et c'est comme ça que ça a démarré. Puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Parce qu'il y a vraiment eu quelque chose d'un petit peu particulier. Puis je suis rentrée chez moi et puis le lendemain, j'ai refait. Et puis, ça a commencé. Je pense que c'est là que le début a commencé dans ma tête à me poser un tas de questions. Parce que tout le monde a côtoyé des animaux dans sa vie, a caressé un éléphant, enfin, tu vois. Mais moi, il y a eu quelque chose que je peux encore difficilement décrire. Et donc, c'est ce nouveau sentiment, en fait, qui m'a perturbée, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Mm-hmm. Et t'étais dans quelle... tu disais que tu vivais une période un peu difficile à ce moment-là. T'étais où, en fait, dans ta vie à ce moment-là ? En fait, je le savais pas. J'étais déjà en burn-out, en fait. Mais je pense que comme j'ai toujours été dans un esprit battante, etc., qu'en fait, je ne pouvais pas m'autoriser d'avoir des faiblesses. Mm-hmm. Et donc... j'étais dans un état d'esprit en fait, de survie. Et puis, j'étais prisonnière, comme tout le monde. Il faut que je garde ce boulot, mais j'en peux plus d'y aller. Ça va plus avec mes valeurs. Tu vois ? Donc, en fait, il y avait une guerre entre toi, mm-hmm. ton âme à l'intérieur, ton essence même. Et de l'autre côté, tu avais une autre guerre de te dire je suis dans un monde de consommation mm-hmm. que je n'avais pas encore tout à fait réalisé. Et je suis obligée de payer une maison, payer ma facture, comment on va... tu vois mm-hmm. Donc, j'étais dans un état d'esprit pas bien. Et du coup... Consciente et pas consciente, en fait, tu vois ? Ouais. Je savais que j'étais un peu prisonnière de la consommation, mais j'en avais pas pris conscience. En fait, c'est le mouton. C'est le mouton. Parce que lui m'a amené à des comment expliquer, à des réflexions un peu spirituelles, beaucoup plus poussées. Et en fait, tu t'es arrêtée et tu lui as parlé ? En fait, non. J'étais dans ma voiture, j'ai ouvert mon carreau, côté passager, parce qu'il était côté passager. Ouais. J'ai ouvert mon carreau et je dis comme ça, parce qu'il y a un moment, il fallait que je me détende. Donc moi, quand je dois me détendre, il y a un moment...
c'est très... ça arrive souvent chez moi. Tu passeras à l'improviste, tu te dirais, tu parles à qui? Je parle à personne, je parle toute seule. De temps en temps, c'est... Voilà, il faut que je décharge cette énergie, qu'elle soit positive ou négative, de cette manière. Et donc, j'ouvre mon carreau et je lui fais hey, « Salut, toi !» Et il relève la tête et il fait et il court vers moi. Et je me dis, c'est dingue. Donc, je me suis dit, c'est génial, je vais aller caresser un mouton. Et en fait, il y a eu plus, en fait. Tu vois, il y a eu vraiment... Il m'a regardé, je me suis vraiment mis à son museau et je ne savais plus que j'étais moi et j'avais oublié que c'était un animal. C'est comme si ça faisait un. C'est très spécial. Et ça t'était déjà arrivé avant, ce genre d'expérience? Et ça ne m'est plus jamais arrivé. donc, tu rentres chez toi, tu te dis, c'est dingue. Et d'ailleurs, après le dîner... j'ai toujours mon petit rituel après le dîner, quand c'était l'été. Je me mets sur ma petite terrasse, je regarde mon paysage. Et là, j'étais vraiment d'un air dubitatif de... Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois? C'est comme si demain, tout va bien, et puis dans ta bagnole, t'entends quelqu'un qui te parle. Tu vas te poser des questions. Là, c'était une autre expérience de se dire qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait pas c'est pas comme si on communiquait, mais en fait, c'est comme si on ne devait pas communiquer. C'est comme si, à nous deux, alors que c'est un animal et moi, je suis un humain, oui, ça n'a fait que un. C'est comme si c'était une seule pensée. C'est très difficile pour moi de décrire parce que je connais pas. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a de l'expérience ou qui a déjà vécu ça va pouvoir m'expliquer. Moi, je sais toujours pas, mais je cherche plus à comprendre. Je me dis, voilà, c'est peut-être que j'ai eu un cadeau et je l'accepte. C'est que ça devait se passer pour toi? Ah ouais, ça, j'en suis persuadée. Mais j'ai toujours pensé comme ça, que tout ce qui se passe devait se passer, même quand c'est pas positif. Et après, comment est née la réflexion, tu vois? Comment tu t'es dit, finalement, peut-être que les bijoux, c'est vers ça que je veux aller? Parce que je voulais faire des pièces en céramique sur des pulls en laine. À cause de ce mouton, évidemment, toujours. C'était tout à cause de lui. Et puis, à un moment donné... Grâce à lui. Oui, grâce à lui. Oui, voilà, grâce, merci. Mais... Et en fait, en faisant du rangement. Parce que j'aime bien l'expression « remettre ses frites dans le sachet ». Pour remettre tes frites dans le sachet, tu sais, tu as besoin à un moment de dire « Ok, j'ai accumulé des souvenirs, des objets à la maison. » Et il a fallu vraiment que je dise « Ok, là maintenant, on va fermer ce dossier. » Et pour le fermer, en fait, j'étais obligée de faire du rangement, en tout cas pour moi. Ouais. Chacun va prendre sa méthode. Et en faisant du rangement, je suis retournée très loin dans mon enfance. Donc je suis même retournée au grenier, trier des Barbies que j'avais encore gardées. Et j'ai ouvert la boîte 30 ans après. Donc là, c'est les larmes. Parce qu'en fait, il y a plein de souvenirs qui viennent. C'est comme si tu ouvrais une boîte. Et donc, voilà, j'ai vendu ça, tu vois, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de les donner à d'autres petites filles ou de les vendre à d'autres petites filles. Je les ai pas toutes vues. Puis j'ai fait un tri de tout ce que j'avais gardé quand j'étais architecte d'intérieur. Des plans, des projets, des notes. Et puis c'est dans tous ces papiers qu'il y avait un tout petit post-it comme ça, blanc. Et j'avais noté tout ce que j'aimais faire. En me disant, un jour, toutes ces infos, avec le temps, je me dirais, ah oui, regarde, c'était déjà écrit. Et en fait, je me retrouvais, oui, j'aime les couleurs, tiens, ça n'a pas changé, la photo, non, ça n'a pas changé non plus. Et puis c'est comme ça qu'en dessous était mis bijoux en céramique. Donc du coup, ça a été tellement évident de se dire, mais oui. Et puis j'avais envie de me faire un bijou déjà pour moi. Mais et puis les gens m'ont demandé comme ça. Puis en fait, c'est aussi la demande des autres qui m'a poussée encore plus en fait. Parce que moi, je me suis pas dit ouais, je vais créer ma marque de bijoux. C'est un peu arrivé comme ça. Et ce petit papier, en fait, tu l'avais écrit quand?
Alors, je l'avais écrit, c'était en 2008, figure-toi, parce que c'était pendant la période de la crise économique. Et le domaine de la construction a quand même... Enfin, pas mal de gens ont beaucoup souffert de la crise de 2008. Et on était tous indépendants chez mon papa. Donc, moi, je travaillais pour le bureau d'études de mon père. Et voilà, quand ça commence à moins bien aller économiquement... mon père m'a dit t'es ma fille, je te le dis, pars la première. Et donc moi je suis partie très vite chercher vite un boulot avec mes CV à faire les rues de Bruxelles. Et voilà, 2 heures après, on m'engageait pour un boulot. Donc ça a été très très vite. Et c'était dans un magasin chez une architecte d'intérieur qui crée sa marque de vêtements. Donc j'étais déjà dans le côté aussi vêtements en fait. Etc. Et donc, et eux, ils avaient des post-it. Et de temps en temps, t'es là dans un magasin, t'attends le client. Des fois, tu t'emmerdes. C'est bon, t'as rangé la réserve, t'as nettoyé tous les carreaux. Enfin, il y a un moment, t'as fait le tour de la boutique. Et puis voilà, c'est sur ce post-it-là que j'ai noté. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire si économiquement, ça ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Et la créativité, comme ça avait déjà une part importante dans ta vie ? Ah oui, depuis toute petite. Ouais. Je voyais mon papa qui... donc j'ai vécu en Afrique pour le métier de mon papa. Donc on voyageait pour ses chantiers. Et je le voyais toujours faire des plans, en fait. Et donc je le regardais. Et pour moi, mon père dessinait. Mais il dessinait des lignes. Mais je lui demandais tout le temps, c'est quoi ça ? Ah ben ça, c'est une porte. Ah, une porte ? Ben oui, parce que tu vois, on voit d'en haut. Et donc il m'expliquait. Et j'aimais le regarder dessiner ses plans. Et puis, ben voilà, j'ai toujours voulu dessiner, en fait. Et j'ai toujours dessiné. Puis j'ai fait mes études en art plastique. Donc. Et comment tu te sens comme ça quand tu es en train de dessiner, quand tu es en train de créer ? Comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant ? Ah ouais, parce que c'est pas la même différent. Chose. Voilà, tu vois. En fait, avant, t'apprends. Ouais. Tu te compares beaucoup aux autres. Oh tiens, toi tu dessines bien, mais moi j'arrive pas à avoir... T'apprends à avoir ton petit coup de crayon, tu vois. Et puis ta patte, tu la connais pas encore. Parce que comme t'es ado, il faut tester A, B, C, D. Tu touches à plein de techniques. T'es en apprentissage En fait, tu te cherches. Donc tu crois que tu t'es trouvé, mais en fait, pas du tout encore. Et puis là, maintenant, plutôt, quand je dessine, je suis plutôt dans un état... je suis pas là. Donc, souvent, quand je vais dessiner, par exemple, là, je dessine mes bijoux, maintenant, ça va être vraiment beaucoup de la musique qui n'a pas vraiment de paroles. Donc, style chamanique, ou de l'eau qui coule, ou entendre que des oiseaux, ou un chant qui vient vraiment, pas style choral, mais tu vois, un truc qui vient, t'entends pas couramment, quoi. Ouais. Un peu même comme des chants africains, mais je me mets vraiment, il me faut beaucoup de temps pour rentrer, donc je dois écouter cette chanson, et puis j'essaie qu'en fait, ça soit ma main qui parte toute seule, et puis quand je suis dedans, Par exemple, tu vois, hier, j'ai mis des chants. Et en fait, j'ai dessiné une dizaine de pages de bijoux. Et en fait, c'est parti tout seul. Et alors, je sens que je suis dans une énergie. Et puis, c'est marrant parce que je sens que cette énergie diminue. Et puis, il y a un moment, voilà, je le sais maintenant. OK, il faut déposer ton crayon. Parce que ce que tu vas sortir, ça va être plus un bijou que j'aurais pensé et que je suis influencée que quelque chose qui vient des tripes, d'aller chercher. Ce sera moins instinctif. Oui, voilà, c'est ça, tu as trouvé le mot. Moins instinctif. Et tout ce que tu dessines, c'est réalisable ou parfois ça va un peu dans tous les sens, entre guillemets ? Non, donc là, en fait, maintenant, j'entame des cours de bijouterie avec Frédéric Kouman, qui est sur Bruxelles. Et donc, j'ai eu un cours de coaching avec elle que je ne regrette absolument pas. J'aime énormément cette femme parce qu'elle arrive à me décoder. Et c'est vrai que les dessins que je lui ai apportés, il y en a où c'est tellement imaginaire que
on doit encore trouver quelle partie on va prendre ou comment on va le retravailler pour en faire un bijou. Donc non, ce que je dessine n'est pas toujours réalisable. Mais tu fonctionnes toujours comme ça passe toujours par un dessin d'abord ou parfois tu crées sans le dessiner avant? Ah non, alors je dessinais jamais. Mais comme j'ai rencontré Frédéric, c'est ça. Elle m'a dit, il va falloir que tu me fasses des croquis. Ok. Et au bout de 15 jours, là j'ai vraiment bloqué, mais limite la déprime. Hein. Donc je rappelle Frédéric, je dis, écoute, ça va pas. Ça va pas, en fait, je n'ai jamais créé en dessinant. C'est comme mes plans, quand je faisais mes plans chez mon père, je faisais d'abord la 3D, parce que j'aimais tout ce qui était 3D aussi, tu vois, dessin par ordinateur. J'adorais ça. Et donc, je faisais d'abord mes 3D, et puis je faisais mes plans. Je faisais à l'envers. Mais en fait, les chantiers tenaient la route. Hein. Donc jusque-là, je me disais, why not, quoi. Chacun sa méthode. Hein. Et là, en fait, c'est pareil. J'étais d'abord à créer, à chipoter, à explorer. Et là, elle m'a dit, là, maintenant, il va falloir que tu dessines. Donc, elle m'a demandé, est-ce que tu sais dessiner? Je lui ai dit, oui, je crois. Hein, parce que, de nouveau, hein, c'est pas la même chose que le dessin. Puis, elle fait des réalisations incroyables. Et elle a pas mal d'années d'expérience. Donc, t'es quand même face à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, tu te sens un peu petite. Mais du coup, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, ça va pas. Elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, ça ne va pas, je fonctionne à l'envers, je ne sais pas, je n'arrive pas à sortir un truc. Et puis, voilà, dans la conversation, elle m'a posé des questions et elle m'a dit, ok, tu vas faire comme ça. Et en fait, malgré que j'ai fait comme ça, instinctif, elle est quand même parvenue. Tu vois? Donc maintenant, en fait, j'apprends. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert qu'en fait, maintenant, je pouvais dessiner un bijou, mais il y a une manière de démarrer. En fait, pour moi, il y a une manière de démarrer, et toujours avec cette musique. Mais donc, je découvre quelque chose de nouveau, et en fait, quelque chose de nouveau chez moi, encore. Tu vois, on n'a jamais fini de se découvrir. On n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, en plus. Et comment tu fonctionnais alors avant? Enfin, vraiment, tu te mettais aussi dans ta bulle et puis tu commençais à créer, tu travaillais la matière et tu créais? Ouais, c'est ça. Tout simple. Et qu'est-ce qui te plaît? Toujours avec la musique. Hein. Ouais. Ah ouais, il fallait. Et pourquoi la céramique? Enfin, tu vois, outre ce petit papier, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de créer des bijoux en céramique? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Ben oui, il faut croire. On me le dit souvent, on me dit on n'en voit pas beaucoup des bijoux comme vous. Moi, je dis pas tant mieux. C'est parce que j'avais déjà fait des cours de poterie. Donc j'avais déjà mis ma main dans la terre. Puis ma maman, quand on était en vacances, j'avais 14 ans, elle m'avait mis 2 heures un cours de poterie. D'ailleurs, j'ai une photo là, ça c'était très drôle aussi, de me dire, tiens, voilà, t'avais déjà touché à ça. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, il a fallu vraiment que je me coupe de tout. Pas de lumière, pas de bruit. Je voulais même pas entendre 2 fourchettes cogner l'une contre l'autre. Et mon seul moyen était tu vas chercher un pain de terre et il va falloir aussi qu'en plus d'un travail sur le burn-out, parce que forcément tu es suivi aussi psychologiquement, il faut que tu trouves ta manière de te décharger. Et donc j'ai pris mon pain de terre et j'ai été en ermite. Et puis j'ai commencé à faire des sculptures très imaginaires, des fruits qui venaient d'un autre monde, ou peut-être ça existe mais j'en ai pas conscience, ou je les ai jamais vus. Et voilà, et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est comme ça que le bijou en plus est venu, en plus du mouton. C'est vraiment important pour toi de travailler de tes mains? Ah ouais, non. Moi, demain, j'ai plus de mains. C'était très profond ce que tu allais dire, je crois. Mais j'avoue que j'ai imaginé la scène. Oui. Je tournerai autour avec mes pieds parce qu'il y en a qui le font. Oui, c'est possible. Mais non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Mes mains, c'est tout. Donc, je me dis, demain, je suis en chaise roulante. J'ai mes mains. On est OK. Et la nature, ça t'inspire beaucoup? Ben oui, mais moi, j'ai vécu en Afrique, tu sais. Ouais.
Donc en Afrique, franchement, quand j'ai débarqué là-bas, tu es dans la nature tout le temps. Il n'y a pas de centres commerciaux. Enfin, il n'y en avait pas quand moi j'y étais. Tu sais, l'Afrique, il y a un côté aussi très pauvre. Donc, forcément, petite, tu développes aussi peut-être déjà naturellement ton empathie, mais tu le développes encore plus, puis tu es entouré de tout ça, puis tu as la nature, puis tu joues avec quoi? Tu joues avec des poissons, avec des raies, tu grimpes aux arbres manger des mangues, tu vois un gorille, t'as un python qui passe, tu fais gaffe quand même, hein, enfin, je veux dire, tu vois, mais on était... c'était notre terrain de jeu. Regarde les jeunes d'aujourd'hui, leur terrain de jeu, c'est quoi? C'est pas la forêt, hein, c'est les écrans. Donc, voilà, c'est logique. Pour moi, hein. Ouais. C'est logique, tu vois. Tu as vécu combien de temps là-bas? Je suis partie de mai 1 mois. J'avais 1 mois. Et je suis revenue, j'avais 9 ans, plus ou moins, 8-9 ans. Et comment ça a été, du coup, le fait de revenir ici, dans un environnement complètement différent? Très difficile pour mes parents. Parce que souvent appelée chez la directrice. Parce qu'en fait, moi, je me mettais quasi à poil, en fait. Hein. C'était, je ne supportais pas les chaussures. J'étais la petite fille du soleil. En fait, on m'appelait... J'avais un prof qui m'appelait tout le temps la petite fille du soleil. Et pour finir, tout le monde m'appelait la petite fille du soleil. Et alors... mais donc, j'expliquais mes expériences. Mais pour moi, tu reviens, t'as un gros cartable, t'as un bic, un stylo, un feutre... t'as un plumier rempli, t'as un cartable qui est lourd. En plus, quand c'est l'hiver, t'es équipé de la tête aux pieds. Ou quand tu dois te gratter, ça devient juste l'horreur. Souvent, t'avais les collants qui piquaient. Hein, et ça, tout le monde va s'en rappeler, des collants qui piquent, hein, que nos mamans nous mettaient. Oui. Et je m'en rappelle, oui. Et tandis qu'en Afrique, c'était... Je partais, j'avais comme un petit sac à dos, si tu veux. Une ardoise, un rond et un paquet de craie. Tu te rends compte la différence? Et t'arrives et en classe, t'enlèves tes chaussures, parce que c'était commun, t'enlevais tes chaussures, enfin, tes slash, tes tongs. Tu courais à pieds nus à la cour de récré si t'en avais envie, c'était pas... Tu vois? Mais ici, tu vois un enfant en plein été qui court à pieds nus à la cour de récré. En fait, peut-être on devrait commencer à le faire, Julie. Tu vois, on parle beaucoup des sensations, des émotions, etc. Et pourquoi on ne dirait pas aux enfants, voilà, 10 minutes de cours de récré, vous êtes tous à pieds nus. Pour moi, il y a des choses on a perdu. Donc oui, c'était difficile de revenir ici. Et finalement... Puis t'as pas la jungle, donc forcément, tu t'ennuies un peu plus. Et finalement, ce mouton, il t'a un peu aidé à te reconnecter aussi à la nature, à redevenir la petite fille du soleil? Je vais plutôt dire que c'est mon chien. Ah oui. Parce que moi, j'ai très peur d'aller en forêt toute seule, même la journée. Ou alors, je trouve qu'il y a une énergie tellement particulière que je me sens souvent épiée. Même s'il n'y a personne. Hein. Alors, à la limite, il y a des gens, ça me fait plaisir, mais... Pardon. Je me sens souvent épiée. Et le fait d'avoir eu un chien, je suis forcée de la balader. Et donc, avec elle, je plonge dans la forêt. Ouais. Je vais à des endroits où j'aurais jamais été toute seule, en fait. Je pense que c'est les deux, mais... Et c'est marrant, il y a eu le mouton, c'est un animal. Puis j'ai pris un chien. J'ai toujours voulu un chien dans ma vie. Je me suis dit, au moins dans cette vie-ci, il m'en faut un. J'en demande pas 50 000, mais j'en veux un. Et donc voilà, et de nouveau, tu vois, c'est encore des animaux. C'est des animaux qui me guident, c'est ça qui est curieux. C'est pour ça aussi que tu as appelé ta marque Transhumance? Oui, Transhumance, je cherchais un nom aussi. Mais qui était en rapport avec le mouton. Et puis, voilà, j'avais un petit peu lu la transhumance, transhumanisme, l'humain. Et en fait, comme il y avait eu cette connexion, en fait, je me suis dit, c'est évident, une transition. J'étais en transition. Tu vois, je quittais comme un monde, parce que le burn-out, c'est stop, et tu passes à autre chose, ou
forcément, tu te modifies, t'es modifié. Et immense, ben, en fait, tu bouges. Tu vas d'un point à l'autre. Donc, oui, pour moi, c'était aussi évident. Et ça se ressent vraiment dans tes créations, ça, cet aspect-là, cet aspect animaux, nature Plus nature. Plus nature. Ouais. Après, là, j'ai fait quelques dessins quand même où j'essaie de prendre une partie d'un animal et essayer, comme par exemple un bec. Là, j'ai essayé de faire... j'ai dessiné un bijou qui doit représenter le bec d'un oiseau, mais beaucoup plus arrondi pour donner la forme du bijou, tu vois, pour que tu puisses encore le porter. Je me vois mal tout le monde avec un bec comme ça, enfin quoique, mais bon... donc, ouais, là, je commence. Je commence à essayer d'aller explorer, d'essayer de pousser. Et chaque bijou que tu crées, du coup, est complètement unique? Oui. Il n'y a pas moyen de les refaire? Si, en fait, ça va dépendre, en fait. Dans les formes, je pourrais les refaire. Mais dans les couleurs, comme je mélange les couleurs, il y a des couleurs, je ne pourrais pas garantir de revoir la même. Et d'autres, oui, parce que c'est des émaux déjà préparés. Donc... forcément, ça, je peux recommencer autant de fois que je veux. Et puis, des fois, il y a des choses que je moule, mais je ne peux pas reproduire la même texture. Parce que peut-être à ce moment-là, j'ai chipoté, j'ai gratté, tu vois. Et puis quand ça sèche aussi, des fois, ça se déforme. Ouais. Et comment se passe, en fait, ton quotidien, comme ton atelier est chez toi? Comment tu t'organises en fait pour travailler? Est-ce que tu sens vraiment venir l'aspect créatif et du coup tu commences à dessiner, à créer? Ou alors tu te fixes entre guillemets des horaires pour travailler? Non, avant quand j'avais un boulot, Julie, on avait des horaires. et ça, moi je veux plus. Parce qu'en plus quand tu crées, c'est pas sur commande. Et comme je te disais, là, pendant 15 jours, j'avais plus d'inspiration. Je rappelais Frédéric. Mais là, c'est pareil. Il y a un moment, s'il y a quelque chose qui vient, en fait, je dois presque abandonner ce que je suis en train de faire. Ou alors, je termine vite. Et puis, je dois démarrer. Parce que, en fait, c'est un peu comme si de là-haut, on me soufflait une énergie. Et quand elle arrive, c'est comme un courant électrique. Elle arrive, faut te brancher. Et puis quand elle s'en va, la prise se débranche. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est comme quelqu'un qui crie, en fait. Tu vois, il va se mettre dans son coin. Un écrivain, souvent, il se met dans son coin. Souvent, ils ont une deuxième résidence aussi, où ils vont en vacances. Et puis, ils peuvent regarder le paysage pendant 3 heures, et il n'y a rien qui vient. Et la page, elle est blanche. Là, c'est le même principe. Après, il y a des choses, je garde des horaires dans le sens que je me force à me lever comme tout le monde, en même temps. Mais je prends mon café plus longtemps. J'ai mon petit rituel. Ouais. Le démarrage, c'est j'écoute, je regarde, je me pose. Ça peut durer 1 heure. Hein. Donc, et puis à un moment, pouf, voilà. Et je sens qu'il y a... Ouais, comme si là-haut, ils enclenchaient allez, tu sais comment ça s'appelle, le disjoncteur. Ouais. C'est bon, Jen, on t'envoie le disjoncteur. Tac. Et puis ça démarre. Et puis voilà. Mais j'ai pas un horaire, parce qu'il y a des fois, quand c'est pleine lune, souvent je dors pas. J'ai très très difficile. Là, j'en profite. Parce que là, je suis dans un silence total. En fait, à ce moment-là, j'ai même pas besoin de mettre de musique. J'entends le silence. C'est comme une sorte de méditation, en fait. Ouais. Sauf que je me mets pas en méditation. Je fais pas de la méditation. Mon mari en fait beaucoup. Il me dit tout le temps, faudrait que t'en fasses. Mais non, j'ai même ma méditation à moi, je te dis. Moi, c'est ma manière d'avoir ma petite méditation, si tu veux. Et tu t'as mis du temps à, entre guillemets, l'accepter, cette manière de fonctionner, à la comprendre et à l'accepter? Ah non, moi, ça a toujours été comme ça. Mais ce qui était difficile, c'est que je voyais que les autres n'étaient pas comme ça. Donc, je me demandais tout le temps... en fait, tu te calques un peu sur les autres. Tu te dis, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. De nouveau, t'es formaté pour tout.
et même des fois inconsciemment. Et moi, c'est ça que j'essayais de me dire. Et que ça a été des questions que ce mouton a réveillé en moi, de me dire, mais dans le fond, qui je suis censée être, qu'est-ce que je suis censée faire sans être conditionnée par le système. Ah, le système. Le système. Ouais, il y en a des choses à dire sur le système. Est-ce que parfois tu te dis que tu aurais aimé que cette rencontre avec ce mouton, ce burn-out, tout ça, ça arrive plus tôt? Oui et non. Donc oui, parce que j'aurais gagné du temps. Et non, parce que je me dis que les choses ne se seraient pas passées comme ça, en fait. Tu vois, parce que si c'était arrivé plus tôt, peut-être que j'aurais pas pris un chien. En fait, j'aurais pris une autre direction, peut-être. Tu vois. En fait, tout comme ça se passe là, ça me va. Même avec les choses un peu négatives de la vie, parce qu'on en a tous. Il n'y a pas toujours que du positif. Peut-être, et d'un autre côté, je me dis oui, parce que voilà, j'ai 43 ans, je vais sur mes 44, et que, voilà, si je suis encore là à 80 ans, ça veut dire que je suis à la moitié de ma vie. Et donc, ça va vite. Donc, des fois, oui. Oui, parce que je me dis, j'ai peut-être perdu du temps. Et en fin de compte, je me dis, non, c'est que ça devait être comme ça. Parce qu'en fin de compte, quand tu rebobines, tu te dis, c'est marrant, c'est un peu comme si les choses s'étaient mises en place, sauf que comme t'es dans un système, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Et c'est après que quand tu rebobines l'histoire en arrière, tu retrouves des pièces de puzzle qui étaient mises sur le côté, que tu ne voyais pas à ce moment-là, et que tu dis, oui, en fait, c'était logique. Et tu l'as dit plus tôt, tu as déjà été indépendante, tu avais l'exemple de ton papa indépendant. Tu penses que ça a vraiment joué dans ta construction, le fait de voir qu'il était indépendant? Et aujourd'hui, toi-même, tu es indépendante, tu as été influencée par ça? Ah oui. Ouais. Ça c'est clair, parce que mon papa a toujours été indépendant. Et puis je l'entendais aussi parler, tiens, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Je voyais le monde d'indépendant déjà. Et puis, comme j'ai travaillé avec mon papa, voilà, je l'ai encore plus vu, les avantages, les désavantages. Parce qu'il y a aussi des désavantages, mais il y a aussi des avantages. Et le fait aussi d'être certainement en partie si petite comme ça, où nos parents nous ont fait voyager, que forcément ça a dû m'influencer, parce que on n'est pas resté fixe. Alors, on dit toujours, tu sais, un enfant, il se construit un peu de 0 à 7 ans en plus. Donc, moi, je suis rentrée, j'avais, comme je te disais, entre 8 et 9 ans. Parce que je ne sais pas exactement le mois quand on est rentré. Est-ce que j'avais déjà 8 ans? Est-ce que j'allais vers mes 9 ans? Donc, 8-9 ans. Mais forcément, ça m'a influencée parce que il y avait l'Afrique. C'est pas les mêmes cultures. C'est pas les mêmes odeurs. Il y avait le Canada. Ça aussi, ça m'a très fort marqué, le Canada. Il y avait l'Arabie Saoudite. C'est encore d'autres mentalités. Et puis à l'époque, c'est encore bien différent. Ma mère ne pouvait pas sortir seule faire ses courses avec nous. Elle devait être accompagnée. Ah ouais. Donc nous, on avait une immense cour. C'était notre terrain de jeu. Donc forcément, tu as la créativité qui arrive plus vite aussi. Parce que... Et puis voilà, c'était une autre époque, comme je te disais, aujourd'hui avec les tablettes. Mais forcément, je pense... que le fait d'avoir voyagé et d'avoir des parents indépendants, d'office, ça a dû m'influencer. Oui, pas seulement professionnellement, quoi. T'es indépendante aussi, entre guillemets, personnellement. T'as un caractère plutôt comme ça? Pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'étais très, très collée à mes parents. Ah oui. J'avais comme si j'avais besoin tout le temps de me rassurer de quelque chose. Mais voilà, tout ça, c'est un travail que j'ai fait, Julie. j'ai fait de la psychogénéalogie. J'ai fait un travail là-dessus. Et donc,
Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits réglages à faire chez toi pour pouvoir essayer à te connaître. Et puis, il n'y a rien à faire aussi, tu vois. On parle d'influence, oui. Tu peux être influencé parce que tes parents ont été indépendants. Tu peux être influencé par le fait que tu as voyagé. Mais tu es influencé, des fois inconsciemment, Julie, par le système. Oui. Oui, c'est bien, moi j'aime bien parler du système, le système. Ouais. Mais c'est super important parce que ça aussi, ça a une influence, mais qui n'est pas toujours consciente chez tout le monde. Ou des fois, quand on est conscient, on ne sait pas comment sortir de là. Ouais. T'as l'impression d'être sorti du système avec ton projet? À moitié. Ouais. Avec mon projet, oui et non. Parce que tu dois être à cheval. Hein, tu dois quand même garder un côté dans le système. Et puis, de l'autre côté, tu as encore cette liberté que je prendrais si on me la retire. Celle-là, je ne la laisserai pas. Ça c'est hors de question. Demain, je ne sais pas comment le monde tourne. Ah non, ça c'est hors de question. Je sors mes kalachnikovs, mais non, il faut me laisser... C'est impossible. Ça représente ça pour toi, d'être indépendante? C'est la liberté? Ah oui, ça clairement. Vraiment la liberté, oui, Allez, là on discute, mais toi tu peux pas me dire demain, je vais être dans cet état d'esprit. Tu sais pas me dire non plus si demain une de tes amies va avoir un accident. Et donc forcément, ça va chambouler ta journée, ton programme qui est toujours programmé, pas pour toi, pour ceux qui ont un patron, c'est toujours programmé. Et donc, il y a des imprévus dans la vie. Et quand tu es trop programmé, mais j'adore être programmée aussi, j'aime bien avoir des trucs bien, tu vois, pas limite des tocs, parce que ça n'a rien à voir, mais j'aime bien avoir mes petits rituels. Ouais. Voilà. Mais t'es programmée par toi-même, pas par une personne extérieure ou un patron. Voilà, ou autre. mais après j'ai 43 ans, c'est un peu tard, mais je me dis vaut mieux tard que jamais. Mais que je retombe sur ce que je voulais te dire, du coup... Tu parlais d'être programmée, mais je ne sais pas... Oui, je parlais d'être programmée, mais je ne sais plus où je voulais en venir, Julie. Tu vois, j'ai trop de choses qui arrivent dans ma tête. Mais tu ne te vois pas, en tout cas, retourner dans un système, enfin dans une société, en fait, avec un patron, etc. Tu te vois pas retourner en arrière et revivre ça? Non, dans un système, ça, c'est hors de question. Et je m'en contrefous de ce qu'on peut penser de moi, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, non. On peut m'injurer de tous les noms. Ça m'est complètement égal. C'est vraiment quelque chose qui me passe au-dessus de la casquette. Parce qu'en fait, je suis bien avec moi, mais je dois encore faire des réglages parce que je dois quand même encore avoir un pied dans la société. Maintenant, je n'exclus pas un jour d'avoir peut-être un patron, mais je crois que ça doit être un patron artiste. Ah ouais. Parce que automatiquement, il n'y aura pas d'office que des cadres. Donc, je ne peux pas l'exclure, mais ça serait alors un type contrat, tu m'engages en tant qu'indépendante parce que voilà comment je fonctionne, voilà comment toi tu as bien fonctionné, et ben voilà. Ou une collaboration qui fait que, ça c'est quelque chose, je ne peux pas fermer la porte à ça, parce que c'est enrichissant, mais non, plus me faire la remarque, il est 8h05. Ben oui, les 8h05, enfin, excuse-moi, j'ai pas pris mon hélicoptère, il y avait du monde sur la route. Voilà, et c'est du stress pour tout le monde. Non, ça, je veux plus. La qualité de vie, ce qui rythme une journée, c'est souvent le matin. Et quand t'as un matin pourri, Julie, en fait, t'es déjà en bataille le reste de ta journée pour dire « Ah putain, mon gamin m'a fait chier. Oh merde, j'ai laissé tomber ma tasse à café. Oh merde, et le chien, c'était pas le moment, il a bouffé la clôture. Je dois partir, je vais être en retard. » Non. Ah non, ça non. Moi, tu sais, maintenant, j'ai envie de démarrer mon dîner du soir à 2h. Ben, j'ai gardé mes rituels. Tuc, 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 tuc. Et je ne me sens... Il y a des fois, je me sens encore submergée de trop de choses. D'ailleurs, je dois apprendre à ne rien faire. Ça, c'est très difficile.
Mais j'ai toujours quelque chose à faire. Mais il y a des fois, oui, je me sens submergée. Et je me dis, cool. Mais t'as ça, t'es chez un patron, tu peux pas dire, patron, je viens pas demain en fait, hein, parce que là... Je me sens submergée. Je me sens submergée. Non, lui, il va te dire, je te paye. Ouais. Tu vois ? Après, moi, comme j'expliquais plus loin, des fois, quand c'est la pleine lune, je vais descendre. Et des fois, je bosse, il est 1h, 2h, des fois 5h du matin. Ben voilà, et le lendemain, je suis cool. Mm-hmm. Mais pas d'horaire. Le but, c'est de faire ton job. Tu fais ton boulot à ton rythme. Mm-hmm. Et est-ce que parfois, ça ne te manque pas d'avoir des collègues, par exemple, quand tu es seule dans ton atelier, est-ce que parfois ça te manque les collègues ou pas forcément? En fait, t'aimes bien cette solitude. Tu peux aimer, hein. Tu peux ne pas aimer les gens. Non. Écoute, j'ai pas une très bonne expérience des collègues. Ça ne me dérange pas d'avoir des collègues, mais je suis quelqu'un qui déteste partager son bureau. Mm-hmm. Dans mes expériences d'avant, j'étais quelqu'un et je le suis toujours, quelqu'un qui s'investit dans son travail. Donc, tu sais, dans n'importe quel boulot, t'en as 4, ils vont toucher le même salaire, on va dire, hein. Sauf si c'est des hommes et des femmes, hein. Ça, c'est encore notre débat. Hein. Ils vont toucher le même salaire. Ben, il y en a toujours un qui va bosser plus pour les autres. Et moi, j'étais toujours un peu la conne de service qui bossait plus pour les autres, mais parce que j'aimais ce que je faisais aussi. Et puis, tu avais les collègues qui venaient déplacer ton dossier. Moi, je tiquais le matin. Qui a pris mon papier collant ? Tu vois, moi, j'ai besoin les yeux fermés. Tac, 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 j'ai mes trucs. J'ai horreur de chercher mes affaires le matin. Où sont mes clés ? Et donc, les collègues, ça venait foutre le bordel dans mon truc. Et je ne supportais pas. Ou j'en avais marre de bosser plus pour mon collègue. Parce que, voilà, il y a des gros fainéants qui sont payés à rien foutre. Et ça, c'est bien une réalité. Et en fait, je saturais de ça aussi. Je crois que c'était ça aussi. À force de donner pour que la machine tourne pour ton patron, il y a un moment, en fait, non. Là, il y a un truc qui ne va plus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu bosses pour toi, pas pour les autres. Voilà. Et en fait, moi, j'ai un patron super cool. Quand j'ai envie de me lever à 10h, il me dit « Ouais, continue à dormir, Jen, tranquille. » Tu vois, mon patron, il me dit pas, il dit 8h05. T'as pris ton petit temps avec ton chien ? Ah, c'est bien. Tu vois ? C'est cool, quoi. Ça me convient parfaitement. Non. Non, après, des fois, oui, peut-être des collègues, ça peut être chouette de travailler. C'est chouette de travailler aussi avec des gens. Mais j'ai... En fait, j'aime aussi la solitude. Mais à petite dose. Hein. Il y a un moment où moi, il faut que je vois des gens. Enfin, tu vois, j'ai besoin de contact humain aussi. Ça, c'est important. Mais j'aime bien quand je suis dans mon univers, j'aurais du mal par exemple, tu sais, j'ouvrirais mes portes de mon atelier. Venez voir comment je travaille. Ça, je suis pas prête à le faire. Ouais. Parce que quand je travaille, je suis dans une bulle. Et savoir que les gens vont regarder ce que je fais, je vais pas être dans ma bulle. Et par contre, tu fais venir parfois les clients qui viennent t'acheter des bijoux ? Ouais. Oh oui, des fois, ils viennent à l'atelier. Il y a de tout. Il y en a, elles savent ce qu'elles veulent. Alors, elles disent, tu sais me mettre celle-là de côté ? Et puis, t'en as qui viennent pour une. Et puis, en fait, elles repartent avec une autre. Parce que, en fonction de nouveau, d'état d'esprit qu'elles étaient, la manière dont elles étaient habillées... Ou, tiens, elle s'imaginait ça, pas comme ça. Donc, oui, j'ai des échanges quand même. Et comment tu fonctionnes principalement pour les ventes ? C'est en ligne avec ton Instagram, etc. et dans l'atelier ou tu as des boutiques dans lesquelles tu vends ? Non, j'ai pas de boutique. Ça, j'ai pas de boutique. Enfin, j'ai ma petite boutique ici que j'ai mis en place. Et c'est beaucoup par les réseaux sociaux, en fait. Je vais pas dire vraiment Instagram. Moi, je vais dire plus Facebook, quand même. Ouais. Ça va dépendre. Il y en a qui regardent Instagram.
Mais il y en a beaucoup où elles voient, oui. Par les partages aussi des autres, tu vois. Ça, je le dois aussi aux autres, hein, tu vois. C'est le fait que tout le monde partage, ben forcément, ça fait boule de neige. Et voilà, puis bien souvent, ils m'envoient un petit message. Ils savent me contacter, hein, donc ils viennent vers moi. Et puis, ben, on voit, il y en a qui sont un peu plus loin, donc... tiens, si je vais sur Bruxelles, j'en profite. Alors, ils attendent un peu plus longtemps pour avoir leur petit colis. Ou il y en a qui disent, voilà, on va payer les frais postaux... Ou ils en profitent pour en prendre 2, parce que du coup, c'est le même frais pour 2, pour 3, pour 4. Ouais. Donc, elles le regroupent. Et puis, donc voilà, ça se passe plutôt comme ça, de bouche à oreille, en fait. Et c'est comme ça que tu t'es fait connaître au fur et à mesure? Oui, vraiment bouche à oreille. Et je trouve ça bien, en fait. Tu vois, j'ai pas fait de pub. J'ai essayé un moment sur Facebook, tu sais, les petites pubs. Mais non, je trouve que ça vaut rien. Je perds mon temps. Ça représente quoi pour toi, les boucles d'oreilles? Ah ben ça, c'est une appartenance à une identité qu'on se fait. Tu vois, ça représente plein de choses, en fait. Oui, c'est ton identité, ça va représenter ton humeur du matin, un petit peu qui tu es. Ça peut être aussi, une boucle d'oreille, ça peut être un déclencheur pour quelqu'un. Tu sais, il y a des gens, ils ont des petits porte-bonheur. Par exemple, mon mari, il a toujours dans son petit porte-monnaie une petite boule, une perle que j'ai fait en céramique, et il la garde tout le temps avec lui. Et pour lui, tu vois, c'est son porte-bonheur. En fin de compte, un peu les bijoux, les boucles d'oreilles, ça pourrait être ça, en fait, une sorte de petit porte-bonheur. Et puis, oui, j'ai toujours un petit message. Il y en a certaines qui ont des petits messages pour essayer d'un peu conscientiser... Tu vois, ceux qui sont restés avec des œillères, essayer de leur dire, regardez, observez, essayez, mais sans forcer, parce que celui qui n'a pas envie de l'entendre, ça sert à rien. Hein. Tu forces pas un cheval à boire. Hein. Mais oui, c'est vrai. J'aime bien cette expression. Ouais, voilà. Tu penses vraiment que les boucles d'oreilles ont, entre guillemets, un pouvoir comme ça? C'est pas les boucles d'oreilles qui ont un pouvoir. C'est l'état d'esprit dans lequel les gens vont se mettre en ayant cette croyance sur un bijou. Par exemple, regarde, nous. Pas nous deux, nous, les gens. Ça, c'est aussi une chose que mon mari et moi, on n'a plus. C'est nos alliances. Bon, moi, quand je travaille la terre, c'est embêtant. Donc, j'en avais marre de toujours les retirer. Et puis, voilà, mon mari l'a suivi aussi. Parce qu'à un moment donné, voilà, une alliance indique que tu es marié. Dans d'autres tribus, en fonction des scarifications que tu vas avoir, ça va définir que tu fais peut-être partie de telle ou telle famille, ou tiens, tu es devenu en âge adulte. Tu vois, il y a des enfants, ils ont des passages comme ça. Ou même du maquillage. Forcément, tout ça est une identité pour un peu comme si on devait se repérer sans se parler. Moi, c'est ça que j'ai envie aussi, des fois, c'est que le bijou... Après, c'est difficile aussi, hein, tu vois, ou alors ça doit être beaucoup plus volumineux. C'est comme donner un code, mais il ne faut pas oublier de se parler non plus, tu vois. Mais ça peut déjà donner une indication que cette personne est plutôt dans ce style-là, ou dans cet univers. Mais tu peux avoir plusieurs univers, plusieurs styles différents. Et par exemple, voilà, le fait de plus aussi avoir d'alliance, c'est le fait de dire, bah oui, on sait qu'on est mariés. Tu vois ? Il y a des gens qui se marient 2 fois. Ils refont leur mariage. Le bijou, oui, c'est un peu... Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. C'est un peu comme ça, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui... Et en fait, j'ai souvent remarqué aussi, quand moi je mets mes bijoux, les couleurs que je choisis, c'est vraiment toujours en fonction de mon humeur. Ah ouais. Et même quand tu t'habilles, en fait. Et ça, c'est encore plein de choses. Il y a plein de gens qui t'expliqueraient, qui doivent faire partie du métier. En fait, t'es influencé inconsciemment. Mais c'est inconsciemment, mais en fait, c'est ce que, à l'intérieur, ton corps, toi-même, tu as réellement besoin. Et peut-être que tu as envie aussi de
de communiquer. Ouais, certainement. En plus. Comment tu vois la suite de ton projet? Ah, j'ai beaucoup de rêves, Julie. C'est beau d'avoir des rêves. Ouais. Ouais. J'aime bien me lancer des rêves un peu fous, que je ne dirai pas. Pas par superstition. Superstition. Ouais, voilà, merci. Mais plus parce que voilà, je veux garder un objectif. Mais comment je vois la suite, j'espère. En tout cas, je suis confiante que ça va aller toujours de mieux en mieux et que je vais atteindre un but. Donc voilà. Moi, je suis confiante. Je suis confiante et puis j'espère que voilà, ça va prendre un peu d'ampleur, mais que ça va apporter des choses aux gens. Ça, j'ai besoin. Enfin, j'ai besoin, pas pour moi, tu vois, mais parce que ce serait beau. Ce serait beau que quelqu'un... Tu sais, il y en a tellement qui m'ont envoyé des messages, Julie. Alors, c'est marrant parce que beaucoup ne m'envoient pas spécialement des messages sur les réseaux sociaux. Ça reste toujours privé. Alors, il y a un échange très intime comme ça. Il y en a qui le font en réseau. Mais j'ai eu des messages tellement touchants de gens qui me disaient merci. Pas que merci, mais tu vois, ça touche, tu te dis, mais en fait, j'ai créé quelque chose et ça a parlé à une personne ou ça l'a peut-être aidé, ça a peut-être fait le déclencheur. Un peu comme si la boucle d'oreille était comme moi, j'ai eu mon mouton en fait. Un déclencheur. Et oui. Ça donne encore plus de sens à ton projet? Ah oui, ça, clairement. Moi, faire des bijoux, juste du montage, t'achètes tout et tu fais que du montage, je ne critique pas, je ne juge pas. Vraiment, je critique pas celles qui le font, parce qu'il y en a qui le font, mais moi, ça n'a pas le sens. Et ça n'a pas de sens avec tout ce que j'ai vécu avant, qui m'a amenée jusque-là, et que je me dis, je devais passer par là, et je ne sais pas encore quelle belle surprise on me réserve. Et il y en aura des mauvaises, des surprises. Et il y en aura des bonnes. Mais ça va m'amener encore à quelque chose d'autre. Donc en fait, c'est gai parce que tous les matins, je me réveille, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais avoir comme... Tu vois? Et puis voir les gens. Quand elles viennent à l'atelier, elles sont dans mon petit univers, qui est très végétal. Donc il y a des branches de bois partout, j'ai tout décoré, il y a des fougères séchées. Donc j'ai arrangé, j'ai besoin d'arranger, d'être vraiment dans cette bulle-là. Et c'est vrai que... Alors c'est un truc qu'elles ont souvent dit, c'est... on peut prendre du temps pour nous. C'est drôle, hein? Et alors, elles observent, elles regardent. Et je me dis, peut-être c'est le seul moment où elles ont pris le temps déjà de regarder l'atelier, d'observer. Et alors, tu les vois, bon, maintenant on va regarder les bijoux. Donc tu vois, elles ont été focus sur un univers, et puis à un moment, hop, on redescend. Et peut-être qu'elles ne s'attendaient pas non plus à ça en venant. Enfin, quand tu viens acheter un bijou, tu t'attends peut-être pas à pouvoir prendre du temps et à penser à toi. Et d'être un peu dans ce petit univers qui était mon bureau d'architecte d'intérieur avant, tu vois. Donc, dans ce petit univers-là, souvent, elles me disent, vous êtes bien, là. Ah oui, on est bien, oui. J'ai essayé de faire pour être bien. Donc, quelque part, tu te dis aussi, au moment où elle va choisir la boucle d'oreille, elle est un peu comme en déconnexion. Elles ont regardé. Et puis, il y en a, elles arrivent, elles savent ce qu'elles veulent. Hein. Bonjour, viens chercher, tac. Parce qu'elles ont mis de côté, elles savaient. Voilà. Et tu vois, c'est chouette parce que j'arrive à voir un petit peu les individus différents. Ça t'inspire aussi de voir les gens comme ça, de les échanges avec eux? Ça fait quelque chose dans ta création après? Je crois pas. Je crois vraiment que c'est vraiment la nature. Et quand je dis la nature, c'est parce qu'en fait, il y a très longtemps...
Ah, ça, c'est encore une longue histoire, Julie. C'est une longue histoire. En fait, si tu veux, quand j'ai eu, j'ai eu un cancer, hein, et quand j'ai eu ce cancer, je me suis un peu coupée du monde pendant 5 ans. C'était aussi important pour moi de ne pas être parasitée par les sentiments des autres, la peur des autres, la pitié des autres. Donc, pour ma survie, c'était important. Mais donc, du coup, j'ai pris le temps aussi, parce que j'élevais mon petit garçon, mais j'ai pris le temps de regarder les choses. Déjà parce que j'ai un enfant, je devais lui montrer ce que c'était un escargot. Oh, regarde, non. Mais je me suis émerveillée, mais vraiment émerveillée, comme si j'avais jamais vu cette fleur. C'est comme si je t'emmène sur la planète Mars, je dis oh, Julie, regarde. Et que tu vois pour la première fois quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Tu t'es émerveillée. Et puis de là, j'ai rencontré un monsieur qui travaillait sur des points au niveau des crânes, etc. Hein, parce que j'avais fait beaucoup de petits chemins de travail personnels, on va dire. Et là, il me conseille de lire des livres sur les nombres impairs des frères Bogdanov, qui sont décédés d'ailleurs. Moi, c'est ma grande peine, mais voilà. Et là-dedans, il y a toute la géométrie, toutes les mathématiques. Alors, on parle de la géométrie sacrée, etc. Et donc, du coup, ça, plus la nature, forcément, ça n'a fait que me captiver en me disant oh, c'est merveilleux comment il y a une organisation qui est faite et qu'on ne voit pas. Des fois, tu as besoin d'une loupe, des fois, tu as besoin d'un microscope grossi, je ne sais pas combien de fois. Et donc, c'est ça qui m'inspire. Après, j'aime bien me poser à une terrasse, tu sais, et des fois, regarder les gens. Juste le comportement. Et me dire ah oui, ça, j'aime. En fait, t'aimes bien observer. Oui. Bah oui, Julie. De manière générale. Bien. Ouais, de manière générale. Ouais. Mes mains et mes yeux, je les ai plus de main, c'est... Faut pas me laisser en vie, quoi. Presque, tu vois. Je peux plus voir, je peux plus créer. Ouais, ça, c'est vraiment mon pire cauchemar qui peut m'arriver. Mais ça n'arrivera pas. Tu es fière d'avoir osé lancer ton projet ? Oui, mais je suis surtout fière du travail que j'ai fait sur moi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon... Ça, je suis fière de moi. Ouais. Tu vois, je suis fière de me dire, c'était important. J'avais l'impression que je me respectais pas. Tu vois ? Et c'est là où je suis fière de me dire, maintenant, t'apprends à t'écouter. Ouais. Et des fois, tu dépasses encore les limites, mais tu apprends. Ça, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière. Et puis après, oui, évidemment, tu es toujours fière de ce que tu crées, tu vois, évidemment. Mais je reste assez modeste parce que c'est vrai que des fois, j'ai encore du mal... J'ai reçu tellement aussi de bons compliments que c'est difficile, tu vois, dans ma tête, de me dire... peut-être parce que moi, il y a des choses que je trouve normales, belles, ou il y a des choses peut-être faciles pour moi à faire que j'ai plus de mal à comprendre. En fait, il y en a qui arrivent émerveillés. Un peu comme moi, je te disais, je suis émerveillée. Il y en a, on le voit dans leurs yeux, la manière dont elles sont à l'atelier. Et c'est très différent quand j'ai fait des marchés artisanaux. J'ai remarqué que l'attitude n'était pas la même. Après, ça, c'est mon point de vue, hein, c'est ma constatation. Mais il y a un côté d'émerveillement chez certains où c'est... Et tu le vois dans les yeux. Et tu te dis, elle n'a peut-être pas été émerveillée de la nature, mais j'ai donné un émerveillement qui va peut-être aboutir à autre chose et qui va peut-être l'aider et quelqu'un d'autre l'aidera. Et voilà. En fait... Tout le monde, tous les êtres humains cèdent inconsciemment. Ouais. Et si tout le monde y met son petit cœur et un petit peu plus d'empathie, ça serait bien. Beaucoup, beaucoup d'empathie. Ça pourrait tellement donner des choses merveilleuses. Mais voilà, il faut tout pour faire un monde. Hein. Oui.
Je vais te poser la dernière question du podcast. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Dans mon business professionnel ou pas du tout ? Professionnellement, personnellement, comme tu veux. Alors moi, j'ai envie de faire un saut en parachute. C'est marrant, on me l'a dit souvent. C'est vrai ? Ouais. Oui. Parce que après ma grande trouille, c'est faire un saut à l'élastique. Mhm. Ça, je suis pas dans cette vie-ci. Mais moi, c'est faire un saut en parachute avec mon mari et mon fils. Mais il a 11 ans, on va quand même un peu attendre. Hein ? Je dis toujours qu'à ses 18 ans, c'est ce que j'ai vraiment envie de lui offrir. Et on saute à 3. Mhm. Et parce que pour moi, ça va être... allez, hop. Le fait de te surpasser, de te dire... Allez, j'ai encore passé ça. Et donc, forcément, ça va t'aider encore pour autre chose. Et puis, le donner à mon fils, parce que dire 18 ans, va falloir sauter là maintenant. Hop. Ce sera un beau cadeau. Ouais, mais... voilà, ça, faut oser le faire. T'as encore 7 ans. Ouais, il y a encore 7 ans pour se préparer psychologiquement. Ok, je vais sauter. Par contre, tu vois, j'ai fait du parapente. Bon, accompagnée, hein, pas toute seule. Ça, c'est génial, j'ai pas peur. Mais voilà, l'avion, on est encore plus haut. Ouais. Donc là, ouais, sauter dans le vide. Et faire confiance, en fait. À ton parachute et à celui qui te tient derrière. Tu vois, apprendre à faire confiance. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. En tout cas, c'était super. Merci Jennifer d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.